ça marche plus là, du coup. Si, ça marche? Ouais, ça marche. Donc c'est encore moi évidemment, mais là cette fois-ci on est filmé. Donc bienvenue en salle Jean Laurenti, maintenant que vous savez qui est Jean Laurenti. On va ouvrir le cycle prévision, planification et aide à la décision. Vous savez qu'il y a 4 cycles dans ces 2 journées de Supply Chain Event. C'est le cycle le plus important, et notamment cette année. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de retours d'expérience intéressants dans ce domaine-là. Alors, c'est peut-être pas étonnant non plus parce que ça fait des années qu'on parle de VUCA, d'environnement incertain, etc. Et on voit que vraiment les projets en ce sens, aujourd'hui, on le vend en poupe. On essaye de trouver des choses innovantes dans ce domaine-là pour justement aider à la décision, alors que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, ou voire même sur le stratégique. Il y a aussi des projets en ce sens qui vont être présentés dans le cycle sur le digital au service de la stratégie RSE, parce que là aussi, c'est des changements de stratégie et des changements de business model qui sont là, pour le coup, encore plus structurants. Mais donc, pour revenir à ce cycle, pour ouvrir ce cycle prévision-planification qui va s'étendre sur toute la journée, je vous propose donc d'assister à cette présentation de Thales et Flowlity qui se nomme donc sécuriser ses approvisionnements de composants dans un contexte incertain. Donc c'est ce que je vous disais. On est toujours dans l'environnement VUCA. Et pour présenter ça, on a la chance d'avoir Thierry Coiffier, qui est Business Line Head of Supply Chain de Thales, et Jean-Baptiste Clouard, qui est le CEO de Flowlity. Messieurs, c'est à vous, donc jusqu'à 10h15, et on espère avoir une séance de questions-réponses. Merci. Merci. Donc là, il y a un message. Il faut que je laisse un peu de temps pour les questions-réponses. Bonjour, Thierry Coiffier, j'ai 50 ans, 3 enfants. Je vis dans un bel endroit au bord du lac Léman. Donc vous voyez, j'ai pris un peu froid là, parce que les températures là-bas, on a la neige qui arrive. Je suis ravi d'être là. Je ne vais pas trop parler de Thales. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de parler de Flowlity. D'accord ? C'est pour ça que je ne suis pas tout seul. Donc je vais commencer un peu par vous présenter un peu le contexte de complexité, d'enjeux, de performance dans lequel nous sommes. Je vais vous expliquer pourquoi à un moment j'ai levé la tête, comme beaucoup d'entre nous, sorti de Covid, et je me suis dit mince, il faut que je fasse quelque chose pour mes équipes d'appro qui souffrent. Et j'ai besoin d'agilité, j'ai besoin de talent, j'ai besoin d'innovation, et on s'est croisés et on est en train de vivre une histoire qui n'est pas terminée et qui devrait et qui est en train de nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Allez, c'est parti. Tiens, je te laisse le... Donc de quoi on parle chez Thales? Bon, il y a pas mal de monde, je pense que vous connaissez un peu le groupe, on est un peu nombreux. Je ne vais pas vous lire toutes les slides, ce n'est pas l'enjeu d'aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu d'une business line particulière qui s'appelle MIS et du cadre de complexité de la supply chain dans lequel je m'éclate en fait. D'accord ? Donc, nous, MIS, c'est un demi-milliard de chiffre d'affaires, un peu plus. D'accord ? Et on a des terrains de jeu très très variés. Nos clients sont un peu partout dans le monde. On a des industriels, on a des startups, on a des scientifiques. Et donc, vous voyez sur la gauche certains de nos produits. C'est un exemple. C'est un produit qu'on s'amuse à mettre dans les satellites, qui est bourré de process, qui est bourré de technologie et qui permet de jouer avec un signal électronique pour que nos satellites marchent extrêmement bien, d'accord, qu'ils soient dans le domaine militaire ou autre. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la supply chain dont je vais vous parler, elle est totalement intégrée. On part de la matière première, on parle quand même de matières premières très très particulières, extrême exigence, qui viennent un peu partout dans le monde. On crée notre valeur ajoutée nous-mêmes, on a une bonne dizaine de niveaux de nomenclature. D'accord ? Donc là, je m'adresse à de la supply chain, normalement j'utilise des choses qui vous parlent. On a plus de 15 000 composants avec lesquels on joue, et on a tout un tas d'enjeux là-dedans. Donc l'enjeu, le premier dont on parle tous, c'est satisfaire nos clients, hein, non seulement pour qu'ils restent et pour qu'ils reviennent, et pour créer de nouvelles opportunités business. Évidemment, supprimer, éradiquer les risques de rupture de chaîne de valeur, hein, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une usine qui s'arrête à un moment ou un autre, pour satisfaire nos clients, mais aussi pour avoir un cadre économique maîtrisé.
Et puis, maîtriser notre cash flow. On a tous cette pression-là dans une période économique un peu difficile. Il ne suffit pas de faire fabriquer des bons produits, bons du premier coup, livrés à temps. Il faut aussi maîtriser notre cash flow. Donc, dans tout ce contexte-là, dans un contexte d'une gamme de produits extrêmement large, on a des usines qui font beaucoup de multi-unitaires. On n'a pas trop de séries chez nous. On n'est pas dans l'automobile. On a des produits industriels à tous les niveaux de la nomenclature. Des choses très très pointues. Si certains veulent qu'on en parle après, pas de problème, mais je vous assure qu'on n'est pas sur des rendements au ppm sur tous ces procédés industriels. Donc il faut que la supply chain soit robuste pour que le terrain de jeu et nos opérateurs créent de la valeur ajoutée au bon endroit au bon moment. Et puis on a des domaines d'application extrêmement hétérogènes. Donc je l'ai dit très très vite tout à l'heure, MIS c'est quoi comme terrain de jeu? De la radiologie, de l'industrie, de la défense, du spatial, de la science, et j'en oublie d'autres. Donc déjà rien qu'en disant ça, sur en gros 4 usines, surtout en Europe, il y a de quoi s'amuser quand on pilote la supply chain. Donc moi, mon terrain de jeu, c'est un peu tout ça. Donc dans tout ce monde-là, on travaille, enfin moi essentiellement avec SAP, le groupe Thales travaille aussi sur certaines activités chez Oracle, donc on a un cadre assez classique. Un joli ERP que tout le monde connaît, qui a son niveau de complexité et d'interaction humaine pas toujours très très facile. Et on est tous sortis du Covid en se disant, mince, finalement nos approvisionneurs, on ne les met pas toujours dans des super conditions de travail. D'accord ? Et moi je me suis aperçu dans ce moment-là, dans ce moment de vérité, que nous, patrons, on ne les mettait pas toujours dans des conditions de succès. Le côté intuitif n'était pas toujours là. Donc on a des champions du monde. Hein. On a des approvisionneurs qui ont une capacité à trouver la bonne requête, la bonne façon de l'appréhender, mettre ça parfois sous Excel ou dans le RP. Bon, vous avez tous connu ça, plus ou moins, je pense. Et donc là, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas, en 2022, continuer avec tout ce qui se passe, avec ce que j'observe dans les salons comme ça et à droite, ne pas essayer de trouver un moyen de les mettre dans des conditions de succès. Alors dans ma tête, en fait, il y avait autre chose. Comment je fais pour les sortir du mode pompier, du mode curatif, du mode réaction, et les mettre dans le mode un peu plus, allez, je propose, j'ai le temps de faire mes analyses de cause racine, je crée vraiment ma supplier intimacy, j'appelle ça comme ça, ma relation avec mon fournisseur, pour vraiment que je capte plutôt les risques, que toute l'alerte au plus tôt vienne plus tôt, parce que si je suis tout le temps la tête dans le guidon avec mes partenaires internes qui me disent « Elles sont mes pièces !» et je passe mon temps en curatif, je ne respire pas et finalement, j'apporte pas la valeur ajoutée que je pourrais apporter. Donc j'ai regardé un peu autour de moi. On avait déjà quelques acteurs, vous voyez Anaplan par exemple, où on travaille avec T3DS aussi sur un MES, donc on commençait un petit peu à mettre quelques couches entre SAP et nos acteurs internes. Et puis je dis tiens, pour les appros, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, vous avez un petit peu la solution un peu classique d'un SAP, sauf que nous, dans notre terrain de jeu, on parle de la matière première, parfois on sort nos pièces, on va sous-traiter, on revient chez nous, on fait des traitements sur certains procédés type brasage, ça repart chez des fournisseurs, ça revient chez nous. Bon, la supply chain, pour le coup, elle est assez tordue, assez complexe, et j'ai voulu y mettre un peu d'intelligence, et ce tableau, en fait, c'est celui qui m'intéresse le plus. À chaque fois que vous avez un petit bonhomme avec un masque, là, alors ils n'ont pas tous des masques comme ça, hein, ça je crois que on a été terrorisés par le Covid, on a tous des masques avec des micros, mais ça veut dire qu'à un moment, on va faire appel à une interaction humaine. Ça, c'est bien. Par contre, quand vous avez, comme un groupe sur Thales, plusieurs centaines d'approvisionneurs, vous avez des optimistes, des pessimistes, ceux qui connaissent le RP, ceux qui connaissent moins, ceux qui maîtrisent Excel, ceux qui maîtrisent moins. Et finalement, vous avez une espèce de... Alors, ça part d'un bon sentiment, mais il n'y en a pas forcément un... Enfin, ils ne font pas tous la même chose. Et vous vous retrouvez des fois avec des stocks qui explosent à certains endroits, mais quand même des ruptures. À d'autres endroits, plein de ruptures. Et donc, vous n'avez pas vraiment une homogénéité de façon de faire lorsque vous avez tous ces acteurs-là. Donc, dans mon obsession qui était de dire il faut que je les mette devant une interaction intuitive, quelque chose de facile pour prendre leurs décisions, et les aider à ce que certains problèmes ne se reproduisent pas, on a cherché et on s'est croisés et Flowity nous a apporté sur tout un tas d'éléments sur lesquels ils ont une valeur ajoutée, de les recentrer sur la valeur ajoutée d'analyse des causes racines pour que demain nos fournisseurs nous livrent encore mieux, ni trop tôt, ni trop tard, avec la bonne qualité. Donc tout le sujet de la recommandation d'appro, et là, très très vite, je me suis dit, la data, qu'est-ce qu'on en fait de la data ?
Parce que nos ERP, ils sont bourrés de données. On a des centaines de milliers d'infos. Tiens, ce type de pièce-là, avec de l'usinage, avec du traitement de chimie qui fait des allers-retours là, j'ai des centaines de données dans mon outil là, et je ne m'en sers pas tant que ça. Donc comment je fais pour collecter la donnée là-dedans? On va commencer à parler d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que j'en fais pour que, quelle que soit la stratégie de paramètres que j'ai fait mettre par ma planif et par mes appros, finalement, le message, de manière intuitive, tiens, c'est maintenant qu'il faut lancer la DA ou la commande, fonction de comment vous êtes paramétré. C'est ni hier, ni demain. Donc tout ce sujet de recommandation d'appro, on va beaucoup plus, avec Flowlity, partir de la donnée, mettre nos approvisionneurs dans des conditions de se libérer un peu de temps pour créer la relation avec les fournisseurs là où il y a des choses à comprendre et interagir pour avoir des alertes au plus tôt de ce qui se passe chez eux. Et puis les mettre aussi dans des boucles d'amélioration continue, des causes racines, des causes probables, ceux qui font un peu de lean, du A3, des choses comme ça, pour être encore meilleur demain. Donc sortir un peu du mode curatif, il en reste des aléas. On est dans l'industrie, on n'est pas dans un monde de bisounours ou magique. Mais par contre, aujourd'hui, le temps répétitif, le temps curatif, le temps un peu trop subi, grâce avec des solutions qui partent de la data, et dont je vais laisser Jean-Baptiste nous en dire un peu plus. Voilà, on est parti dans une dynamique de succès sur ce sujet-là. Donc d'où on vient, comment on s'est rencontrés, où on en est, où on va. Donc on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une patronne de l'innovation chez Thales, qui a fait quelques mois chez nous, qui m'a dit Thierry, on sort du Covid, et effectivement, ce supply chain, il y a plein de petits acteurs nouveaux là. Tiens, j'en connais un, ça s'appelle Inès Mouga, je vais la citer. Il dit, ça serait bien que tu les rencontres. Donc moi, j'ai pas fait que des grands groupes, j'ai passé aussi 4 ans dans une start-up, et j'aime bien ce côté un peu agile, c'est-à-dire ce que mon grand groupe aime chez moi, de sortir un petit peu des sentiers battus et du millefeuille de décisions que vous connaissez peut-être. Et donc on s'est rencontrés, et ils m'ont proposé un truc, ils m'ont dit tiens, on va faire un planning, ils appellent ça un planning clinique. Donc on va prendre la donnée de 6 mois, on va regarder pendant 6 mois dans le passé, en partant de la donnée, ce qui s'est passé sur votre chaîne de valeur, sur vos appros, combien de ruptures, combien de surstock, de la donnée. On va appliquer notre solution dessus, et on va voir ce que ça aurait donné. Donc on est parti là-dessus, et c'est déjà comme ça qu'ils ont commencé à me convaincre, en partant de la donnée. Donc on n'était pas dans le filtre humain, qui a peur, qui a confiance, qui a surconfiance, qui maîtrise pas, et on est parti de la donnée. Donc on a commencé comme ça, on a fait un plan clinique, on a regardé un petit peu, c'est nous qui avons choisi sur quoi l'appliquer, c'est nous qui avons choisi les fournisseurs, c'est nous qui avons choisi les références, avec de l'hétérogénéité, la vraie vie de ce qu'on vit tous les jours. On n'a pas pris le fournisseur ultra récurrent ou celui qui a tout le temps des problèmes, on a fait un mélange de tout ça. Et on a commencé à faire voir des choses qui nous ont, un peu scotché. Et après, on a le choix, vous verrez tout à l'heure, d'aller, fonction de la situation économique et les enjeux dans lesquels on est, d'aller plutôt sur la réduction de rupture, plutôt sur la maîtrise de cage, ou plutôt sur un équilibre. Bon, pour l'instant, nous, chez Thales, on est plutôt sur la rupture de la maîtrise et la baisse des ruptures. Mais vous verrez, la solution peut s'adapter là-dessus. À la fin, vous aurez une démo, mais celui qui va la faire est plus fort que moi. Et donc, on a créé une petite équipe projet, qu'on a voulu agile. On a choisi un site sur lequel démarrer, Vélizy, qui est le plus complexe de nos sites, avec le plus d'interactions dans nos business. On a fait une approche projet, mais pas trop compliquée. On a voulu garder l'ADN Startup PME. Et puis moi, je me suis mouillé. C'est pas parce que je suis au niveau que je suis que ça ne m'intéresse pas. Je suis allé sur le terrain, ça m'a rappelé mes années dans la PME. Donc je passe beaucoup de temps avec eux. On échange pas mal. Et puis ça me passionne de rencontrer des gens sympas et compétents. Et là, on est à quelques jours du Go Live. Alors, on a déjà testé un certain nombre de choses. On a déjà nos approvisionneurs qui jouent avec. Je vois leurs yeux qui brillent là. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que ça ne marchera que si nos équipes sur le terrain se l'approprient de l'outil. S'ils continuent... Moi, j'ai un problème avec Excel. Ça m'énerve de voir des Excel partout. Ils ont tous leur façon de contourner SAP. Là. Ils ont tous des Excel. Du coup, on est tous dépendants des solutions des uns des autres avec des Excel assez compliqués qui ne sont pas bien maintenus et maîtrisés. Et alors, le jour où, quand je vois leurs yeux briller, qui commencent à aller naturellement dans le truc, plutôt que de faire leur Excel à côté pour pouvoir m'expliquer ce qu'ils font, ça me passionne. Et ça, c'est en train de se passer. C'est la magie qui est en train d'opérer. Donc concrètement, le plan clinique, il a quand même donné des chiffres comme ça.
Enfin, ça fait envie quand on voit ça. Hein, vous avez quand même... bon, on maîtrise quand même notre supply chain, même si on est dans un environnement complexe, mais quand vous avez des choses comme ça, où vous boostez structurellement, et vous faites écrouler vos ruptures, et puis vous maîtrisez vos stocks, alors que ce n'était pas l'objectif, les stocks, à ce stade-là. On n'est pas trop mal en stock. Le premier objectif, c'est les ruptures. Donc, ça, c'est factuel. C'est sans référence sur des fournisseurs compliqués et dans un cadre exigeant et d'aller-retour, je vous l'ai dit, entre matières premières, sous-ensemble et sous-traitance. Donc voilà où on en est. On a fait un kick-off. Alors nous, on est un peu pénible, parce qu'on a un terrain de jeu qui est la défense. On a été très pénible sur la cybersécurité avec eux. Très exigeant sur ce sujet-là. On ne peut pas se permettre un écart chez Thales sur le sujet de la sûreté. Donc on les a arrêtés plusieurs semaines pour faire vérifier tout un tas de données. On le fera qu'une fois, hein. Une fois que c'est fait. Des sujets d'anonymisation, enfin pour ceux qui jouent sur ces terrains de jeu, on a été très pénible avec eux. Donc c'est nous qui les avons bloqués à un moment dans tout ce temps-là. Donc là on est dans les UAT, nos approvisionneurs jouent avec l'outil. Donc là on commence à avoir les yeux briller. Et le 4 décembre, on a le go live. Alors c'est pareil, on a été pénible. Comme mon obsession, c'est que le terrain s'approprie l'outil. Que ce soit pas moi qui leur dise tiens, on a un nouveau jouet, on a mis de l'argent dedans, et encore par rapport à ce que coûte une rupture, je ne devrais pas le dire devant lui là, mais je peux vous dire que le ROI il est pas mal du tout. Hein. Vous verrez me voir, mais quand on ne sera pas avec eux. Et puis mais le 4 décembre, go live, on appuie sur le bouton. Donc on démarre notre usine la plus compliquée, avec le plus d'enjeux. Donc c'est vraiment un enjeu validé avec tout mon management. On démarre là, on y va, c'est parti le 4 décembre. Et on a aussi une solution de retour à laquelle je ne pense pas parce que ça va bien se passer. Mais on est parti le 4 décembre. On a des temps d'appro, nous, à peu près de 3 mois. Donc on aura des mesures tous les 3 mois d'efficacité qui sont déjà prêtes. On s'est déjà mis d'accord sur les critères d'acceptation de toutes ces améliorations-là. Et on aura tous les cycles d'amélioration continue associés. C'est pour moi. Vas-y. Alors, donc merci Thierry de présenter de façon super intéressante tout le contexte et le pourquoi du comment en fait on en est arrivé là. Moi je vais essayer de vous projeter un peu plus dans la solution et comment on arrive à faire et à respecter la promesse qu'on a dit avec Thales. Donc je vais commencer donc déjà par la solution. La solution c'est 5 modules. Un module de simulation, je vais vous le montrer tout à l'heure en démo, qui vous permet de simuler en fait l'impact financier de vos ruptures ou disruptions supply chain et de simuler et de prendre des décisions sur la stratégie supply chain. Un module demande pour challenger le MRP. On sait le MRP et le RP, le calcul de besoin net, il n'est pas forcément toujours fiable sur l'ensemble des références, donc on va le challenger. Un module planning pour passer les approvisionnements, un module commande pour faire l'interface avec SAP et intégrer toutes les contraintes liées à la commande fournisseur, etc. Et un module réseau pour collaborer avec les fournisseurs. Flowlity, on a créé la société avec Karim il y a 5 ans maintenant. Il ne faut pas trop que je bouge, on m'avait dit d'ailleurs. On a créé la société il y a 5 ans avec l'ambition de mettre l'intelligence artificielle au service du supply chain planning. Et on a recruté notre premier employé, c'était un chercheur en IA. Et ça, c'est fondamental. Donc voilà 3 exemples de comment on utilise l'intelligence artificielle dans le produit, dans la solution. On va automatiser tout ce qui est prévision, ajustement des stocks de sécurité, passage de commandes. 2, on va faire des simulations sur l'impact financier des disruptions de la chaîne d'approvisionnement. Et 3, on va automatiser la collaboration fournisseur. Je vais essayer d'expliquer aussi un peu comment on arrive à la performance qu'on peut avoir sur le cas Thales. Donc sur Thales, on est sur de l'approvisionnement composant, sur des nomenclatures qui sont assez compliquées. Il y a beaucoup de niveaux de calcul. Le modèle classique, c'est de faire le calcul de besoin net. Donc on va faire une prévision sur des produits finis. Donc par exemple ici le vélo. On va essayer de savoir combien de vélos on va vendre, par exemple dans les prochains mois. Et puis on va mettre ça dans le RP, dans SAP, et puis on va faire toute une suite de calculs déterministes en fonction de temps de production, de temps d'assemblage, de temps, voilà. Et on remonte la chaîne. Alors, le problème de ça,
c'est qu'en fait, cette suite de calculs déterministes, elle cumule les erreurs. Et on arrive en fait à la fin à avoir un plan d'approvisionnement et une prévision de la demande sur les, par exemple sur les rayons qui est peu fiable et qui est très volatile. Il y a beaucoup de changements. Donc en fait, on va procéder différemment. On va d'abord considérer par exemple les rayons en tant que tels et on va faire une prévision sur la consommation, sur la demande de ces rayons-là. Et on va utiliser l'intelligence artificielle pour faire une prévision en utilisant à la fois le signal du MRP, donc la demande dépendante, et les consommations passées. Et en fait, avoir ces deux signaux-là et faire notre propre prévision, ça va améliorer grandement la performance. Mais on ne peut pas s'arrêter là, parce que la performance d'une prévision, une prévision est toujours fausse par définition. Donc il y a une certaine incertitude liée à la prévision et aussi liée au retard fournisseur. Les fournisseurs peuvent avoir des retards. Donc on va amortir cette incertitude par le placement d'un stock de sécurité qu'on va faire varier en temps réel. Et puis après, on va passer une commande, un approvisionnement, en prenant en compte toutes les contraintes liées au contrat d'achat. Et en fait, on va vraiment réduire la volatilité. On va lisser en fait l'ensemble des charges. Et on va aussi être plus réactif et agile. Donc si je résume, en fait, on passe d'une supply chain statique à une supply chain dynamique. Alors ça se traduit comment? Déjà, en fait, 95% ou 99% des entreprises ont des stocks de sécurité statiques. Même si vous le mettez en nombre de jours de couverture, c'est statique, ça ne bouge pas. Avant le Covid et puis 2 semaines après le lockdown, c'était les mêmes niveaux de stock de sécurité. Ben ça, c'est pas possible parce que le risque, il évolue grandement entre ces deux événements. Donc, il faut ajuster les stocks de sécurité en fonction des risques, tant de la partie approvisionnement, retard fournisseur ou retard, que la partie demande. On va donc ajuster aussi la prévision toutes les nuits en continu pour l'ensemble des références. On va faire ce qu'on appelle une prévision probabiliste, c'est-à-dire qu'on va donner une probabilité sur l'ensemble des événements possibles pour la demande ou pour les retards. Et en fonction de ça, on va ajuster les stocks de sécurité. Donc dernier slide, et puis après je passe à la démo et puis on prendra vos questions. Donc Flowlity, on est une jeune société, on a été créé en 2019, en janvier 2019, ça va bientôt faire 5 ans. En 2020, on a été élu Startup Supply Chain européenne. On a gagné le concours iLab, qui est un concours du ministère de la Recherche en 2021. Aujourd'hui, on est une équipe de 25 personnes. On a à peu près autant de clients, surtout des grands groupes industriels. Et puis on poursuit notre petit bonhomme de chemin et on a des belles annonces à faire pour l'année prochaine. On développe notre produit de plus en plus et je vais vous montrer tout ça. Alors, ok, donc je vais vous présenter une démo. Donc ça c'est l'outil de simulation donc pour essayer de faire une projection de où est-ce qu'on va atterrir en termes d'indicateurs financiers. Donc le but ici c'est, ok, on a quelqu'un du comité exécutif qui demande pour une certaine référence d'augmenter le taux de disponibilité. Donc ici, on voit une simulation des jours de stock à 0. On regarde et on change en fait la simulation, le taux de couverture, le couverture au risque. On voit ici que dans la première fois, j'avais beaucoup trop dérisqué, on avait trop de stock. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté, j'ai diminué le taux de sécurisation pour revenir sur des choses qui sont plus raisonnables. C'est juste un teaser. Hein. Le but, c'est pas de faire une démo complète, mais ça, c'est un an de recherche. Ça paraît tout simple comme ça, mais la simulation de l'impact financier, donc l'atterrissage en termes de valeur de stock et en termes de disponibilité produit, en fonction de la stratégie supply chain, c'est un an de recherche d'une équipe de 5 personnes, de chercheurs en intelligence artificielle. C'est un outil hyper puissant, mais surtout c'est un outil qui vous permet d'avoir le contrôle sur votre stratégie supply chain et sur votre paramétrage de stock. Aujourd'hui, la plupart des paramétrages de stock qui sont fixés en dur dans SAP sont réévalués tous les ans, 2 ans, 3 ans, quand il y a une mission qui est affectée sur ces sujets-là. C'est pas possible. Donc ça, c'est la première partie où j'ai ajusté la stratégie. Et dans la deuxième partie,
Je vais vous montrer, je vais aller dans une référence, puis je vais vous montrer comment en fait on peut gérer et ajuster le planning pour une référence. Normalement, ça va commencer. Donc voilà, donc là j'ai des produits Thales, des produits secrets, un certain nombre. J'ai la liste de mes produits et sur ces produits-là, je vais pouvoir faire des filtres, créer ma liste de travail. Donc j'ai pris tous les produits qui sont en make to stock. J'ai pris des produits qui vont en rupture, donc je vais regarder ces produits-là. J'ai un certain nombre d'indicateurs, je vais trier ma liste pour travailler sur un produit, par exemple, en question. Et je vais même rechercher un produit. Voilà, je prends le produit 12. Je vais aller sur ce produit-là. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un historique et puis une prévision. Ce que je vais pouvoir voir aussi, c'est voir combien me donne le MRP, combien me donne Flowlity. Et puis là, je vais passer du MRP à Flowlity, donc facilement, via l'interface, je passe du MRP à Flowlity. Et je peux, pour chacune de mes réponses, avoir le contrôle sur est-ce que je prends le Forecast Flowlity ou est-ce que je prends le MRP. Ça me permet d'avoir pas mal de contrôle sur la gestion de ma demande. Je vais passer sur la partie planning. Donc là, j'ai une projection de stock et puis j'ai un intervalle vert qui est la zone optimale de stock. Et je peux suivre les recommandations qui ont été automatiquement faites par Flowlity. Donc on a automatisé la passation de commande. Mais par contre, je peux aussi changer manuellement mon plan. Donc là, j'ai mis 1000. Et puis je peux m'amuser à faire retourner en fait, l'optimisation après pour prendre en compte ça. Et puis quand même revenir dans la zone optimale de stock. Je peux avoir le contrôle complet aussi de ma politique de stock au niveau SKU. Donc là, par exemple, je passe de 60% de couverture de risque, donc de sécurisation à 80%. Je vois tout de suite l'impact et je vois que je passe de, par exemple, 1,48 jours de stock à 5 jours de stock. Ça, c'est super puissant. Vous avez la possibilité, le contrôle de changer en temps réel, de voir l'impact que ça a et vous validez, vous cliquez et hop, c'est directement exécuté dans vos opérations. Donc voilà, un petit teaser. Venez sur notre stand B13 et puis on vous fera la démo en 30 minutes plutôt qu'en 5 minutes parce que là, c'est difficile de tout voir et de tout appréhender. Mais c'était pour vous donner quand même un aperçu parce qu'on présente souvent des slides, mais à la fin, c'est un produit qu'on vend et c'est un produit qu'on propose. Et donc, c'est intéressant de vous montrer quand même le produit et le look and feel du produit. Et on vous en dira plus avec plaisir. Je pense qu'on a fait le tour de notre présentation. Merci beaucoup. Ah, ça marche, ouais. Merci beaucoup. Je pense que déjà, on peut vous applaudir pour la clarté et aussi, je pense, merci Thierry, parce que c'est suffisamment rare aussi pour un grand groupe de pouvoir venir témoigner un petit peu avant le go live, donc sans frilosité. C'est peut-être aussi parce que justement vous êtes passé par ce monde des startups, comme vous l'avez dit, parce que c'est vrai que voilà, ça éclaire et c'est très intéressant. Est-ce que dans la salle on a des questions? On a du temps pour ça. Moi j'en ai peut-être une déjà. Sur le temps de mise en œuvre, parce que là on sait que voilà, le go live c'est le 4 décembre, hein, c'est ça, mais le test clinique, comme vous l'avez dit, ça a duré, j'ai l'impression que ça c'est relativement rapide, mais ensuite l'implémentation de l'outil, ça dure combien de temps à mettre en place un outil comme ça? En janvier, c'est ça? En janvier-février? Alors, si je regarde le temps réel, on est à peu près sur du 6 mois. Voilà. Donc nous, on a forcé une pause pour des raisons de sûreté que j'ai exposées. Il y a l'été qui est passé par là. Et puis je me suis cassé l'épaule en montagne, ça n'a pas aidé, je suis désolé. Voilà. Mais non, c'est à peu près 6 mois. 6 mois pour bien se comprendre, en partant du plan clinique, pour être très très clair sur de quoi on parle, pour rentrer dans le cœur de la machine là, et pour passer de l'ambition au concret. À peu près 6 gros mois, voilà. C'est dans le contexte Thales, généralement on a des déploiements qui sont plus rapides, même tout le temps. Mais c'est vrai que là, le niveau d'exigence en termes de cybersécurité est extrêmement important. C'est sur combien de références là? Parce que vous disiez 15 000 au départ, mais ça c'est pour tout Thales. Mais là, non, c'est uniquement l'usine où on fait les 15 000 références. Oui, c'est ça. D'accord. Non, c'est pas tout Thales. Non, on est vraiment compliqué, je rigolais pas quand je disais ça. D'accord. Et juste dans les 6 mois, parce que vous disiez tout à l'heure aussi que finalement,
depuis le début du projet, l'objectif c'était aussi de faciliter la vie ou de rendre la vie plus intéressante pour vos approvisionneurs, plus intuitive. Ça veut dire que c'est un changement aussi pour eux, j'imagine, dans le process et peut-être même dans le mindset. Est-ce que dans ces 6 mois, il y a eu aussi beaucoup de conduite du changement ou bien finalement c'est tellement intuitif que ça vient rapidement? Alors déjà, dès le début, la responsable appro et un approvisionneur choisi a fait partie du projet. C'est pas Thierry et le patron de la supply chain de Vélizy, Benjamin Hayat, qui ont décidé d'amener à nous jouer. Non, non. On l'a fait dès le début avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont participé au choix des références pour le plan clinique. Donc, voilà, la première clé de conduite de changement, c'était celle-ci. La deuxième clé, c'est qu'on fait beaucoup de terrain avec eux. Et mon obsession, c'était de les remettre dans des conditions de succès. Donc écoute, partage. Alors c'est pas fini, hein. La conduite de changement, on en reparle dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Il y a aussi le côté amélioration continue. Mais c'est l'obsession d'avoir un outil intuitif. Et alors il s'avère que l'approvisionneur qu'on a choisi, c'est aussi un nouveau qui vient d'arriver, qui sort de l'école, qui n'est pas encore un champion de SAP. Donc voilà, on a fait des choix là-dessus. Donc dans les 6 mois, il y a cette conduite de changement. Et puis pour l'instant, je vois les yeux qui brillent. Après, on verra dans 3 mois, mais je suis assez confiant. Ouais. Ça concerne combien d'approvisionneurs aujourd'hui? Alors sur cette usine-là, j'en ai une petite dizaine, d'accord. Et sur tout le parce que l'idée derrière, c'est pas s'arrêter uniquement à cette usine-là. Il y en a une petite 50aine sur mon périmètre. On n'est pas très nombreux par rapport au nombre de références que vous avez vues et nombre de millions de chiffres d'affaires. Voilà à peu près le périmètre dont on parle. Et à côté d'eux, il y a des approvisionneurs qui sont plus spécifiques sur du projet, on appelle ça de la logistique étude, qui font aussi un peu d'appro, mais qui vont aussi jouer un peu avec ça sur des références qui ne sont pas encore bien définies, avec des plans qui évoluent. Enfin bon, je pense que vous avez aussi ces contextes-là dans certains endroits. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On a un micro qui peut se balader. On a toutes les conditions sont réunies. Voilà, vous présentez s'il vous plaît, avant de vous poser la question. Bonjour, Vincent Morin, Konica Minolta, responsable d'approvisionnement. J'aimerais savoir combien de temps il faut pour la formation des nouveaux utilisateurs ou au bout de combien de temps les utilisateurs sont à l'aise avec ce nouvel outil? C'est une bonne question. J'ai l'impression que c'est 2 jours. C'est-à-dire que comme notre obsession, c'est que ce soit intuitif, alors on va le voir vraiment quand on va démarrer, mais dans les UAT, là, je vous laisse répondre, mais on parle en journée. Hein. Depuis le début, on a une philosophie, c'est d'avoir un manuel utilisateur que personne n'utilise. En fait, le but, c'est d'avoir une obsession de design d'un produit simple, d'introduire de la complexité, mais la complexité, elle doit venir en cachet, entre guillemets, et que ça soit hyper facile et intuitif tous les jours d'utiliser le produit. Il n'y a pas de formation. Enfin, on introduit le produit, on fait une démo, et puis après on dit tiens, regarde, vas-y, essaie de planifier. Mais c'est ça. Et il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Voilà. Et l'autre chose sur laquelle on croit beaucoup, comme d'ailleurs pour SAP, c'est la logique de key user. C'est-à-dire qu'on a des différences. On a des gens qui sont plus à l'aise avec un outil intuitif digital. J'ai aussi des approvisionneurs qui font des appros depuis 30 ans, qui ne sont pas forcément les plus à l'aise dans la conduite de changement. Et on a aussi pensé à eux. C'est-à-dire que dans ce projet-là, dans les échanges, voilà, on amène quelque chose qui doit leur faciliter la vie. C'est-à-dire que si ce n'est pas le cas, j'ai raté mon pari. Très clairement. Hein, parce que je ne vais pas les forcer à l'utiliser. SAP sera toujours quelque part. Hein. Je ne vais pas les forcer à l'utiliser. Donc pour que ça marche, il faut qu'ils, naturellement, aient envie d'y aller. Donc on va miser sur les promoteurs, là, les premiers qui sont dans la démarche du projet. Ils sont rentrés dedans assez naturellement. Ils connaissent quand même SAP et des choses, ça reste des approvisionneurs de métier. Mais on a aussi mis des nouveaux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas encore le métier et qui commencent à jouer avec. Donc voilà, je réponds 2 jours, je pourrais répondre peut-être 1 semaine, 15 jours, mais on ne parle pas de 3 mois pour connaître toutes les requêtes, le MD04 et tout ce que vous connaissez. Voilà, on ne parle pas du tout de ça.
Bonjour, Jean-Michel Murison, NTN Europe à Annecy. Est-ce que dans votre cible, vous visez que les transactions soient faites dans l'environnement Flowlity d'Appro, par exemple? Et la deuxième question, du coup, quel a été l'effort d'interface à l'ERP? Donc très clairement, nous, dans notre cahier des charges, on voulait qu'il y ait un maximum de boucles retour qui lancent automatiquement tous les appros. Donc, il y avait aussi une notion de productivité et que toute la partie qui ne nécessite pas un minimum d'analyse, de maîtrise ou de vérification soit fait directement. C'est-à-dire que ça, donc oui, il y a bien des sujets de l'interface dans un sens et dans l'autre. Et dans ce sens-là, avec tout le sujet de l'interaction avec la matière première qu'on approvisionne, qu'on met à disposition de nos fournisseurs. Bon. Donc il y avait vraiment une volonté à la fin que les DA et voire les commandes soient en automatique derrière, boosté, poussé par Flowlity dans SAP. Ça, c'est vraiment, c'était dans le cahier des charges du début. On va garder la main sur un certain nombre d'entre elles pour une raison de valeur ajoutée, d'exigences techniques, où on peut faire des choix des fois entre plusieurs fournisseurs, donc on peut être amené à ajuster certaines choses. Mais globalement, c'était bien dans le cahier des charges. Donc oui, Flowlity rediscute après avec SAP pour lancer vers nos fournisseurs directement les expressions de besoin. Avec peut-être... pour élargir sur les clients, on a deux types de clients. En gros, pour parler en langage SAP, il y a des clients qui valident les requisitions dans SAP, et il y a ceux qui les valident dans Flowlity. Donc, soit le PEREX transforme en PO dans Flowlity et on envoie directement des commandes à Fermi et la validation se passe dans Flowlity, ou alors certains clients décident de garder cette partie-là dans SAP. Et sur l'interface, oui, il y a eu quelques efforts, il y a eu pas mal de choses. Je vais vous laisser répondre plus sur cette partie-là. Mais... Oui, sur l'interface, on a une quinzaine de tables d'SAP dont on a besoin. Il y a des technologies d'interface différentes qu'on peut mettre en place en fonction des clients. Soit ça peut aller du fichier plat assez simple sur un espace sécurisé à des choses plus abouties comme des API avec des envois de messages. La durée et l'effort, c'est très variable en fonction des clients. Il y en a pour qui c'est très rapide et très simple. Il y en a, c'est un peu plus compliqué quand il y a des sujets d'anonymisation, de sécurisation, de cryptage, par exemple. Là, c'est plus long. Mais voilà, sur 6 mois, 3 mois liés, 3 mois pour faire de l'intégration et 3 mois après du AT, grosso modo, sur ça. Et il y a des clients, c'est plutôt... ils ont l'application en 2 mois parce que voilà, c'est plus facile ou c'est plus petit ou c'est des périmètres plus simples, ça dépend. Une autre question? Oui, bonjour, Johanna Caranel-Blond, Liber Colma, Supply Chain Analyst. Pour aller un peu plus loin dans cette même question, au niveau des interfaces, je pense que vous êtes assez flexible en termes de RP en fait. On parle uniquement d'SAP pour le moment, mais... Oui, tout à fait. On parle d'SAP parce que vraiment, SAP, c'est quasi un monopole maintenant en Europe. On a, je sais pas, 70% de nos clients qui sont sur SAP, c'est assez fou. Mais en tout cas sur notre cible. Mais on s'intègre avec d'autres ERP. On a des clients qui sont sur Sage, d'autres qui sont sur Oracle. Il y en a qui sont sur Odoo aussi. Donc voilà. C'est toujours la même chose un ERP. C'est un système transactionnel et on enregistre les mouvements de stock, ce qui sort, ce qui rentre et ce qu'il y a en stock. Et après, voilà, faut juste faire les mappings qui vont bien pour intégrer la donnée. Ah, il y a une question là-bas dans le coin, très au fond. J'en profite, juste une question. Peut-être que Jean-Baptiste peut se boucher les oreilles, mais quel est le ROI? Alors, on peut pas. Alors déjà, nous, on a du mal à sortir des sentiers battus avec des ROI supérieurs à 18 mois. Donc ça vous donne un élément de réponse. D'accord. Bonjour, Julien Ballong, Aircos Control. Je voulais savoir, l'analyse que vous faites, elle est au niveau du composant unique ou vous pouvez le faire sur une agrégation de composants qui seraient en fait des alternatives les uns aux autres? Alors c'est une excellente question. Nous, on fait nos prévisions et nos recommandations sur ce qu'on appelle la référence stockée, ce qui importe, combien on stocke sur le produit, où est-ce que passe la décision d'approvisionnement. On peut aussi visualiser et changer le plan sur des agrégations.
agrégations qui peuvent être des agrégations de composants ou des agrégations selon des caractéristiques type famille de produits ou produits finis. Enfin, ça, l'application, elle est hyper flexible là-dessus. On a ce qu'on appelle des tags. Les tags nous permettent de regrouper les composants selon des groupes et de faire de la planification ou de la prévision, ajuster la prévision sur ces groupes-là. Maintenant, les algorithmes d'automatisation et de prévision, ils sont paramétrés pour avoir la performance optimale au niveau de la référence stockée. C'est ce qui importe. Nous, ce qu'on veut, c'est diminuer les ruptures et les surstocks. Une dernière question, éventuellement. Oui. Voilà, ce sera la dernière. Merci. Bonjour, Scotty Bochard, responsable lancement au sein du groupe L'Oréal. Vous avez parlé que vous aviez beaucoup de matières premières, beaucoup de fournisseurs. Est-ce que vous avez des temps de cycle de production qui sont assez longs? Quand je dis assez long, c'est plus de 3 ans. Et comment l'outil fait pour l'analyser et surtout donner les informations de commande les plus fiables aux fournisseurs? Alors, je vais être un peu technique, désolé. Alors, on a non seulement des délais longs, alors on ne va pas tout à fait jusqu'à 3 ans, on va jusqu'à 2 ans et quelques. Par contre, on a dans les mêmes usines à la fois des produits qui sont fabriqués en quelques semaines et d'autres qui sont sur plusieurs années. On a nos appros qui n'arrivent pas tous au début. Une grosse partie arrive au début, mais ils arrivent un peu partout dans notre chaîne de valeur parce qu'on a des phases d'habillage après essai, de maîtrise de la performance du produit avec des pièces un peu plus compliquées qui arrivent tout à la fin. Donc typiquement, le monde du spatial, vous imaginez bien que Thomas Pesquet n'a pas le temps d'aller réparer nos produits là-haut. Là. Donc il faut que les batteries de test, pour garantir qu'en orbite ça se passe bien, on a des produits qui vivent 25 ans quand même, hein, là-haut, sont beaucoup plus exigeantes et beaucoup plus longs que des produits qui vont être un peu plus sur le sol, où on peut éventuellement, heureusement c'est rare, on est réputé pour notre qualité. Donc oui, on a non seulement des délais très très longs, une bonne dizaine de nomenclatures, de niveaux de nomenclature, des appros un peu à tous les niveaux, et tout ça, ça se mélange dans toute notre supply chain. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est un peu comme ça qu'on s'amuse sur notre terrain de jeu. Bon, je crois qu'il est 10h15. Je pense que vous avez encore des questions. N'hésitez pas à aller voir Jean-Baptiste et son équipe sur son stand, parce que là, vous aurez la vraie démo en live. Là, on l'a faite un peu comme ça, très rapidement, et sur l'élaboration des scénarios, etc. Merci encore, messieurs. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci chaleureux. Je vous invite là à voir, c'est une petite pause jusqu'à 11h moins le quart, et là on va parler, on a parlé Appro, là on va parler SNOP avec Simrise et Colibri, donc rendez-vous dans une demi-heure.